S'intéresse donc à l'époque moderne et qui étudie donc les premières politiques de plantation ou d'implantation menées par les colons britanniques en Irlande au XVIe, XVIIe siècle. Autre référence pour le XIXe siècle qui nous intéresse ici aujourd'hui, donc la relation coloniale entre l'Irlande et le Royaume-Uni a été étudiée par Kevin Kenny. On peut notamment citer son Ireland and the British Empire. Et parmi les historiens français qui travaillent aussi sur la question, Laurent Colantonio, par exemple cet article de 2011, l'Irlande, les Irlandais et l'Empire britannique à l'époque de l'Union, qui cherche aussi à décrire dans le détail donc voilà, la situation coloniale qui associe donc Irlande et Grande-Bretagne, Royaume-Uni. Pour le cas précis de Ralain, il y a eu un article pionnier de l'historien Vincent Geoghegan de 1991, donc qui décrit euh, par le menu le fonctionnement de cette communauté. Donc là encore, comme pour l'Union du SIG, l'ambition pour ce soir, c'est plutôt d'étudier le rapport de Ralain, de ses partisans, avec donc la situation foncière des paysans irlandais. Donc, on est ici donc simplement sur cette vieille carte de l'Irlande qui date du XVIIIe siècle. C'est sur la partie en vert clair, donc au sud-ouest de l'Irlande, que se situe le comté de Clare. Et donc c'est ici que Raleigh sera fondé. Donc c'est un certain Edward Craig, militant donc oweniste, qui décide donc sur la propriété de Raleigh, donc c'est le nom de la ferme, de mettre en place une économie socialiste là aussi, fondée comme en Algérie sur le travail collectif des colons, la propriété commune et le partage des bénéfices entre les colons. La grande originalité, c'est qu'à l'exception de Craig, les 51 puis 80 membres de la colonie sont tous des paysans irlandais qui était déjà employé sur les terres de John Scott Vandeleur, donc qui est le propriétaire foncier, qui sympathise lui aussi avec les idées de Robert Owen. Même Vandeleur espère surtout éviter les violences paysannes euh, qui sévissent alors en particulier dans la région, puisqu'on a en effet à cette époque des sociétés secrètes de paysans irlandais, donc les plus connus sont les Terry Halls ou les White Boys, qui ravagent les propriétés et voire même, dans certains cas, assassinent les propriétaires fonciers. Donc, la principale différence notable avec l'expérience algérienne, c'est qu'ici, donc la population locale, la population colonisée, est transformée non pas indirectement par contact et imitation, mais directement, puisque c'est eux qui travaillent en commun sur la terre. Autre différence essentielle, elle tient au régime de propriété, puisque en Irlande, les terres appartiennent déjà à une minorité donc protestante d'origine anglaise, qui les loue à une population catholique misérable, souvent menacée d'éviction. Donc Craig souhaite transformer ces conditions inégalitaires par l'introduction donc du caractère collectif de la propriété et du caractère associé du travail. Donc dans An Irish Commune, qui est une sorte de récit rétrospectif qu'il fait de son expérience à Raleigh, Craig donc décrit la misère des paysans. Il explique qu'ils vivent, donc ce sont ses mots, dans des cabanes isolées et misérables, qu'ils cultivent de minuscules lopins de terre. Et même si les paysans irlandais perçoivent ces modestes fermes comme des havres de liberté, Craig souhaite néanmoins les remplacer par ce qu'il appelle donc des arrangements sociaux combinés. Donc par là, il veut dire que le logement, les tâches domestiques et les terres seront mises en commun. Il prévoit même jusqu'à la collectivisation des animaux, euh, qu'il justifie par des motifs hygiéniques. Il veut mettre un terme à la pratique qui consistait à laisser circuler les animaux, notamment les cochons, sur les fermes des paysans. Donc très concrètement, pour introduire cette espèce de vie en commun, de vie et de travail collectif, Craig souhaite s'appuyer sur les infrastructures déjà existantes sur la ferme de Vandeleur ou en construire de nouvelles. Donc un grand bâtiment servirait de réfectoire collectif, d'école. On construirait des baraquements pour loger les colons et leurs familles. Et en attendant, le vieux château de Raleigh servirait provisoirement de logement pour les colons. Donc on introduit ici une modification profonde des conditions de vie et de travail qui suscite initialement du scepticisme de la part des paysans. Et Craig souligne que la perte de temps, de travail, d'argent, euh, qui est associée au logement isolé, est très largement sous-estimée par les paysans irlandais. Cependant, assez rapidement, au fur et à mesure, la propriété collective est acceptée et vient changer le rapport des paysans à la terre et au travail. Alors qu'ils s'organisaient autrefois en bandes et qu'ils pillaient les richesses, ils protègent désormais les ressources qu'ils considèrent leur appartenir. Euh, Craig signale qu'aucun vol n'est recensé sur la propriété et rapporte même l'anecdote selon laquelle voilà, les paysans empêchent des chasseurs de pénétrer sur leurs terres, craignant qu'ils n'endommagent les récoltes. Donc on voit il y a une véritable identification et une véritable éthique du travail qui commence à apparaître chez ces paysans irlandais. Donc on constate qu'à première vue,
la plus grande productivité permise par le travail en commun, le partage des bénéfices plutôt égalitaire, l'accès garanti au marché et aux produits par des certificats de travail, nourrissent un nouveau rapport au travail et à la propriété. Ce récit hagiographique de Craig est confirmé par plusieurs témoignages. Craig évoque ainsi un propriétaire local, donc de la région, qui s'étonne, après avoir visité la commune, de l'assiduité des colons, inhabituelle dans la région, puisque c'est une où voilà, les subversions, les luttes paysannes sont les plus prononcées. En outre, donc Robert Owen, le mentor de Craig, ou l'économiste William Thomson, tous deux de passage à Raleigh, soulignent eux aussi la transformation des paysans. Et par exemple, dans une lettre à Craig, Owen lui écrit: «Les gens m'ont semblé plus heureux que n'importe quelle autre personne de la même classe dans n'importe quelle partie de l'Irlande.» Enfin, en 1834, John Finch, un marchand de Liverpool, lui aussi proche des cercles owenistes, qui a passé 3 jours à Raleigh, témoigne donc de l'expérience devant la Chambre des communes. Il affirme que, et là je reprends ces mots, tous les arrangements et les lois de cette institution indiquent si clairement les moyens d'éliminer immédiatement l'ignorance, la misère, le paupérisme, l'ivrognerie et le crime, donc fin de la citation, qu'il souhaite donc en faire la promotion devant la Chambre des communes et militer en faveur de la généralisation de l'extension de cette expérience. Donc ce qu'on constate, c'est, pour un premier bilan, disons, c'est que à la fois le récit de Craig et les témoignages des visiteurs semblent indiquer un certain succès de cette commune dans la mise en place d'une économie alternative qui s'appuie non pas comme en Algérie sur une constitution traditionnelle et collective de la propriété, mais sur une population déjà expropriée de longue date et donc victime d'un rapport d'exploitation et qui aurait tout intérêt à avoir transformé la structure foncière. Donc maintenant que ces deux expériences ont été présentées, notamment dans leur rapport à la propriété, il s'agit de comprendre dans quel environnement intellectuel ces concepteurs ont baigné et quelles étaient, disons, leurs sources, leurs références pour étudier ces régimes de propriété, pour les interpréter de cette façon. Donc avant les fourriéristes lyonnais, plusieurs militants fourriéristes, notamment la Belge Zoé Gatti-de-Gamon, avaient envisagé l'Algérie comme un terrain d'expérimentation pour la colonisation fourriériste. En 1838, dans Fourier et son système, donc qui est un ouvrage de vulgarisation de la pensée de Fourier, elle y voit une occasion de prouver l'efficacité des principes fourriéristes, dans une optique explicitement pacifique, donc capable d'attirer sans violence les populations locales. Donc De Gamon envisage deux modes de financement, ou bien une colonisation directe par l'État, qu'elle privilégie, ou bien, si celui-ci refuse, la création d'une société par action, c'est ce que fera l'Union du SIG, avec dans tous les cas l'exigence que la colonie soit à la fois civile et militaire afin d'assurer sa sécurité. Donc on voit déjà que le projet d'inspiration pacifique glisse insensiblement vers une logique de conquête. Zoé de Gamon parle elle-même d'un plan d'attaque qui consiste à implanter des fermes sociétaires regroupant 300 à 400 familles le long du territoire, sur des terres qu'elle prétend ni cultiver ni habiter, et ce afin d'attirer les populations africaines sous un joug qu'elle qualifie de volontaire. Dans la continuité de Charles Fourier, elle pense que seule l'abondance matérielle et la paix, donc permis d'un côté par donc la productivité technique, enfin la qualité de la technique européenne et le principe de l'association, et de l'autre par la reconversion des armées en armées industrielles, permettront d'assimiler pacifiquement les populations locales. Fourier écrivait ainsi les sauvages n'ont d'autre disgrâce que la famine, faute de relations, et la guerre. Donc si on résout ces deux problèmes, on parvient à s'associer pacifiquement ces populations. Les idées de Gatti de Gamon sont reprises par Jan Grzynski, autre fourriériste d'origine polonaise, un an plus tard dans Colonisation d'Alger. Donc il reprend les idées forces de ce fourriérisme colonial. L'Algérie est présentée comme un terrain d'essai pour le fourriérisme. La colonie doit être à la fois civile et militaire. Et il faut s'associer les populations locales en leur démontrant les avancées techniques européennes. Donc je le cite, il faut frapper les barbares des miraculeux résultats de l'industrie et les attirer au lieu de les combattre. Contrairement à De Gamon, c'est la seule nuance qu'il a avec elle, il écarte l'idée d'une société par action et affirme que seul l'État dispose des moyens nécessaires pour mener une colonisation efficace à grande échelle. C'est sa formule un peu choc, son exhortation, quitter Alger ou dépenser 100 millions pour le coloniser en grand. Donc ces deux écrits, ces deux penseurs ont influencé fortement les fondateurs de l'Union du SIG, qui sont eux aussi convaincus que la colonisation sociétaire représente la meilleure forme d'organisation économique, aussi bien en Algérie qu'en métropole, et la forme la plus pacifique et durable de colonisation. Toutefois, on constate que, alors que les fourriéristes du SIG
s'intéresse explicitement à la question de la propriété, elle est passée sous silence par ces deux militants. Donc il faut donc souligner d'autres influences intellectuelles sur l'Union du SIG, et en particulier celle du saint-simonisme. Donc tout d'abord, à la suite de Marcel Emeryt, on peut rappeler que plusieurs des membres fondateurs de l'Union ont été saint-simoniens dans leur jeunesse. Par exemple, donc le docteur Barrier, qui a rédigé les statuts de la colonie, ou Jules Duval, son administrateur, ont été tous deux de saint-simoniens par le passé. En outre, on peut rappeler que Prosper Enfantin, donc le dirigeant des Saint-Simoniens, soutient explicitement l'entreprise qu'il juge porteuse de succès dans son journal L'Algérie. Enfin, l'influence d'Enfantin sur l'Union du SIG a été déjà notée par les historiens de l'Union, Fernand Rude, Michel Madonna des Basel ou David Prochaska par exemple, et elle se manifeste particulièrement sur la question de la propriété. Donc je vais essayer d'expliquer, de rappeler comment Enfantin envisage la propriété collective en Algérie, notamment dans son ouvrage donc, Colonisation d'Algérie, paru en 1843. Donc dans celui-ci, il dresse une typologie de la propriété. Donc il distingue deux types de propriété, la propriété dans les villes, qui est donc individuelle, donc marquée par la propriété privée, à l'exception des biens du domaine, donc les biens d'État, et des biens des corporations, donc les biens dits habous. Alors que donc, dans les tribus, la propriété est majoritairement collective, donc les terres arables, les pâturages, les bois, sont partagés par les Algériens, même si les jardins et les maisons relèvent d'une possession individuelle, de fait, sinon de droit. Donc cette conception de la propriété algérienne de la propriété algérienne comme se caractérisant par l'absence de propriété privée n'est pas propre à Enfantin. Elle est partagée par de nombreux savants français qui commencent alors à étudier le droit de propriété en Algérie. Donc, par exemple, l'historien François Dumazy s'est intéressé au débat de la commission de colonisation dans la Mitidja en 1842-1843 et il montre que deux courants principaux s'opposent. Le premier considère que le sol appartient à l'État, au souverain, et que les musulmans n'en ont que l'usufruit. Donc, il n'y a pas de propriété privée à proprement parler. Le second courant de pensée reconnaît au contraire l'existence d'une forme de propriété privée, même si elle dispose de moins de garanties qu'en Europe. Enfantin est lui partisan de la première position, et il s'appuie notamment sur les travaux du docteur Worms, donc Mayer Guccio Worms, selon lesquels la terre, propriété de Dieu en islam, revient de droit à l'État français, puisqu'il est le successeur donc du Bélique. Enfantin cite explicitement le docteur Worms parmi ses références, notamment dans l'appendice à son ouvrage où il explique la méthodologie et les sources auxquelles il a recouru. Il explique avoir pris connaissance des travaux du docteur Worms à travers le résumé qu'en fait le général Duvivier dans sa solution de la question de l'Algérie. Et donc dans cet ouvrage, Duvivier reprend la classification de Worms et distingue les terres de dîmes, donc les terres dites achour, qui appartiennent à des propriétaires privés, et les terres de tribu, donc qu'il appelle Kharij, qui sont considérées comme la propriété de Dieu. Et donc, selon cette lecture du droit musulman, l'Algérie est une terre Kharij depuis la conquête arabe, et elle revient en entier au gouvernement français et rend caducs les titres de propriété locaux. Dans le même sens, Enfantin est influencé par le baron Baude, commissaire du roi en Algérie, qui affirme, et je le cite, nous avons conquis dans l'Algérie un pays où il n'existe en réalité que des biens nationaux disponibles. Et le gouvernement français est à cet égard en possession de tous les droits et de tous les pouvoirs dont celui des Turcs était dépositaire. Dernière référence que mobilise Enfantin, et c'est sans doute la plus importante, c'est le juge Marion, qu'il a rencontré alors qu'il résidait lui-même à Beaune. Il lui emprunte cette distinction entre une propriété individuelle dans les villes et une propriété collective dans les tribus. Marion affirme avoir étudié l'ensemble des travaux traitant de la propriété et rédige, à la demande d'Enfantin, une lettre sur la constitution de la propriété en Algérie. Et donc, il y affirme que lorsque des savants ont identifié la propriété privée, c'était exclusivement dans les villes et dans les environs, alors que dans le reste du territoire, la terre appartient à Dieu et elle est administrée collectivement. Les Algériens en ont l'usufruit, mais ils n'en sont pas les propriétaires. Contrairement aux savants précédents, Marion sympathise avec les thèses saint-simoniennes, et donc il est très favorable à ce caractère collectif de la propriété et préconise que l'État, au lieu de distribuer les terres aux colons, conserve ce caractère collectif pour la colonisation. Donc, s'inspirant de ces idées, Enfantin propose deux types de colonies. Des colonies militaires, tout d'abord. Il considère qu'elles sont déjà collectivistes du fait de l'esprit de corps qui caractérise l'armée. Il suffirait simplement de transformer l'armée en armée industrielle, c'est-à-dire de faire que les soldats cultivent la terre, assèchent les marais, construisent routes et infrastructures.
D'autre part, deuxième type de colonie, des colonies civiles, donc des villages civils, où cette fois-ci, on introduirait la propriété collective qui viendrait remplacer la propriété individuelle. Donc il s'agit de s'inspirer explicitement du caractère collectif de la propriété dans les tribus voisines. Donc comme l'affirme Enfantin, et je le cite ici, si nous devons encourager les Arabes à bâtir et à planter, nous devons aussi respecter le sentiment communal que l'Algérie est peut-être destinée à nous rendre un jour. Donc ici, Enfantin introduit une certaine analogie entre la tribu et la commune, enfin, qui existerait en France. Et il explique donc que ce caractère communal résulte du caractère collectif de la terre, de la propriété. En effet, le travail en commun, la jouissance collective des produits de la terre, crée une sorte de solidarité naturelle entre les membres de la tribu, qui est en opposition avec l'individualisme destructeur des solidarités qui caractérise donc les sociétés européennes et notamment françaises. En échange, les colons français, qui sont porteurs des techniques, des outils européens, auraient pour rôle de guider les Arabes vers une agriculture sédentaire. Donc on aurait une fusion entre un collectivisme de tribus et le progrès technique européen. Avec cela, Enfantin espère créer une économie sociale nouvelle, bénéfique aux deux peuples, et qui permettrait donc de résoudre la forme de la meilleure organisation économique et celle d'assurer la colonisation définitive du territoire. Maintenant, on va repasser à notre cas irlandais pour essayer de faire la même démarche, c'est-à-dire de comprendre quelles ont été les références, les sources mobilisées par Craig pour étudier le régime de propriété locale. Donc malheureusement, l'historien dispose de moins d'éléments pour replacer la commune de Raleigh dans son contexte intellectuel. On dispose exclusivement des premiers chapitres du récit d'Edward Craig que j'ai mentionné un peu plus tôt. Donc il explique qu'afin d'analyser les conditions sociales, en particulier dans le sud du pays, il s'est appuyé sur les débats parlementaires et sur des rapports également de la Chambre des communes. L'un d'eux, qu'il a particulièrement étudié, porte sur les résistances paysannes à l'occasion de la discussion d'un Coercion Bill en 1833, proposé par le gouvernement Whig, donc libéral, de Charles Grey. Donc, dans la séance, par exemple, du 15 février, Grey déplore les violences paysannes liées au rejet des dîmes. Il condamne aussi que le fait que les bandes paysannes, et je reprends ces mots, prescrivent à quelles conditions les terres doivent être louées et qui doit les louer, prescrivent la manière dont un homme doit disposer de ses biens sous peine de mort, prescrivent aussi les personnes qu'un homme doit employer, et prescrivent enfin aux ouvriers pour qui ils doivent travailler, leur interdisant de travailler pour un individu odieux. Et donc, à l'appui de cette description donc des tensions, des affrontements sociaux entre paysans et propriétaires, euh, Gray cite un certain nombre de chiffres édifiants sur la période 1131-1132. Donc, par exemple, 242 homicides, 1000 vols, 568 incendies, des cas de résistance aux dîmes et même 2 prises de possession de terre par la force. Merci, fermez vos micros, s'il vous plaît. Euh, pardon. Donc, en parallèle, pour comprendre l'origine donc, de ces profondes tensions sociales, de ces affrontements, Craig utilise un rapport de la Chambre des communes sur l'emploi des pauvres en Irlande. Donc, le rapport décrit cette situation paradoxale. D'un côté, l'agriculture irlandaise est excédentaire. De l'autre, une large partie de la population vit dans la misère, faute d'emploi. Donc, s'appuyant sur un certain nombre de témoins, le rapport affirme, et je le cite, une grande partie de la paysannerie vit dans un état de misère dont on n'aurait pas pu se faire une idée. Les nombreux témoins interrogés s'accordent non seulement sur ces descriptions mélancoliques de la condition d'une partie considérable de la paysannerie irlandaise, mais s'accordent également pour l'attribuer au manque total d'emploi dans lequel ils sont laissés. Dans certaines parties du pays, la moitié de la population est déclarée sans emploi, dans d'autres, la proportion est encore plus grande. Donc pour Craig, ces deux sources, et il en utilise d'autres de façon plus secondaire, sont la preuve que la pauvreté et l'agitation ne sont pas inéluctables, mais sont bien plutôt le produit de conditions socio-économiques modifiables. Donc il l'écrit explicitement, le manque, la pauvreté et la turbulence sont les frères jumeaux du manque d'emploi. Raleigh indique le remède. Donc ce que propose Craig, c'est plutôt que de promouvoir, de garantir la petite propriété privée, génératrice d'insécurité économique, de pauvreté et d'isolement entre les paysans, il défend plutôt donc de les associer par le travail et d'introduire la propriété collective comme solution voilà, à leurs difficultés et aux vices que cela introduit. En effet, pour Craig, comme pour Robert Owen, son mentor, la pauvreté, l'ignorance, les vices n'ont rien d'inné, mais sont le produit de l'environnement dans lequel évoluent les individus. Donc, par exemple, Ophélie Siméon, qui est l'autrice d'une biographie d'Owen, a bien souligné que deux idées centrales traversent sa pensée.
Donc d'un côté, le rôle majeur de l'éducation, mais de l'autre, l'idée aussi que, enfin, l'impact de l'environnement sur sur la formation du caractère. Cette dernière idée est au cœur des discours d'Owen lors de sa tournée en Irlande en 1822. Vincent Geoghegan, qui a travaillé sur Alain, explique que lors de ses discours, Owen développe sans relâche ce principe du déterminisme environnemental. Donc il constate lui aussi ce paradoxe d'une Irlande fertile, mais en même temps profondément miséreuse. Il s'interroge sur les causes de cette misère de la population et il explique, je le cite, ce sont les conséquences naturelles et nécessaires des inventions modernes. Dans le cadre d'un système qui ne peut pas en tirer profit, un système qui n'est pas conçu pour une prospérité permanente et qui n'est pas compatible avec celle-ci. L'Irlande souffre en proportion de ses avantages naturels. Elle est submergée par un surplus de production qu'elle ne sait pas utiliser à son avantage. Elle est obligée d'éprouver tous les maux qui accompagnent la pauvreté parce qu'elle peut si facilement créer des richesses. Donc, au contraire, Owen, tout à fait classiquement, voit dans la création de communes coopératives, donc de communautés, la solution, qui serait donc à la fois fondée sur l'éducation éclairée des jeunes enfants, sur le travail associé et donc sur une propriété collective. Et c'est cette vision que Craig a tenté de mettre en place à Raleigh. Donc au final, ces deux expériences témoignent avec leur spécificité de l'importance que les socialistes accordent à la question de la propriété en situation coloniale. Donc en Algérie, une compréhension partielle de la structure sociale locale incite les socialistes, saint-simoniens comme fourriéristes, à identifier, dans le mode de propriété des tribus algériennes, une forme de collectivisme qui pourrait servir de levier à une économie sociale nouvelle, hybridant économie collective et progrès technique européen. En Irlande, la situation socio-économique est tout autre. Les Owenistes sont confrontés à une structure foncière profondément inégalitaire, qui est l'héritage de plusieurs siècles de colonisation, avec une paysannerie irlandaise souvent menacée d'éviction. Les Owenistes sont convaincus que les vices que l'on attribue aux Irlandais ne sont pas innés, mais sont le fruit de cette mauvaise organisation sociale. Introduire la propriété collective, organiser les paysans irlandais sur le modèle de l'association, devrait permettre à terme de faire disparaître ces vices et dans le même temps de prouver l'efficacité du socialisme oweniste. Malheureusement pour leurs inspirateurs respectifs, ces deux expériences se soldent à court terme par un échec. L'Union du SIG n'est pas parvenue à accomplir les objectifs fixés par la concession, et donc 5 ans plus tard, en 1851, elle perd automatiquement une partie de la concession. Dans le même temps, confrontés à une très faible productivité, ces directeurs décident d'abandonner l'organisation sociétaire et de recourir au salariat. Quant à Raleigh, malgré le succès noté par les observateurs de cette expérience sociale, elle prend fin brutalement au bout de seulement 2 ans, après que Vandeleur, donc le propriétaire, ait hypothéqué sa propriété, après l'avoir parié, l'avoir perdu au jeu, ce qui provoque donc, selon le contrat, selon les termes du contrat, l'éviction automatique des colons. Voilà, donc j'ai terminé. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation qui, moi, m'a beaucoup intéressée parce que j'étais très ignorante de la pensée de Fourier dans cet aspect-là, en ayant beaucoup travaillé sur d'autres aspects. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant et je pense qu'il va y avoir pas mal de questions à cet égard. Donc, je vous propose qu'on se donne, parce qu'on a un petit peu excédé le temps, mais qu'on se donne quand même à 10-15 minutes pour les questions maintenant, si vous le voulez, avant de passer à la seconde intervention. Oui, Michel Dreyfus, tu voulais intervenir? Une question et une suggestion à cette communication tout à fait intéressante. Question, est-ce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de changements entre la monarchie de Juillet et la Seconde République, mais enfin, je pose quand même la question. Suggestion, ça va être tout à fait intéressant de faire la comparaison avec l'Irlande. Il me semble qu'il faudrait peut-être pousser un peu plus loin la comparaison avec les colonies icariennes qui se développent à peu près au même moment aux États-Unis. Je ne sais pas si vous l'avez fait, mais je me permets de vous suggérer cette piste. Je ré- On prend plusieurs questions ou je réponds tout de suite à... Je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres Ouais, questions tout de donc, suite? vous voulez. Euh, oui, Patricia Toucas. Oui, moi j'ai une question tout à fait différente.
J'ai peut-être pas tout à fait suivi. C'était très intéressant, hein, cette communication. Moi aussi, j'ai appris beaucoup de choses. En ce qui concerne donc l'expérience algérienne, vous avez donc bien expliqué que tout ça semblait plus facile parce qu'il y avait une propriété collective, des usages de propriété collective dans les tribus garabas. Mais est-ce que lorsque la colonie s'est installée, est-ce qu'il y a eu tout de même un achat auprès des tribus ou est-ce qu'il y a eu appropriation par les colons? Donc ça, c'est ma première question. J'en ai une deuxième, si vous pouvez y répondre. Est-ce qu'on a des éléments sur les origines socio-économico-professionnelles des colons qui s'installent en Algérie, donc de sur ces 300 familles? J'avais personnellement une question sur le site choisi. Euh, Comment est-ce que ce site a été déterminé? Est-ce qu'il y a eu des débats là-dessus? Est-ce qu'il y a eu une interrogation autre que celle d'une interrogation, j'allais dire, de type purement colonial? Je vois bien l'influence après et les conditions de réussite du choix de l'opération par une intervention disons, liées à la colonisation proprement dite, mais est-ce qu'il y avait d'autres choix? Enfin, est-ce qu'il y avait éventuellement d'autres possibilités qui avaient été évoquées? Je n'ai pas de questions tout de suite, répondez, puis on va voir si d'autres Ouais, très bien. personnes. Donc, je vais prendre les questions. Merci beaucoup pour toutes ces questions. Merci pour vos retours aussi sur la communication. Donc, je vais commencer par prendre, donc, enfin, dans l'ordre dans lequel ils m'ont été posés. Donc, la question de Michel Dreyfus sur est-ce qu'on peut constater des différences avec le changement de régime, le passage de la monarchie de Juillet à la Seconde République? Euh, alors, comment dire? Donc, il me semble, alors après, je ne suis pas encore très avancé là-dedans, donc c'est à nuancer, et puis peut-être que je trouverai d'autres résultats par la suite. Mais il me semble, disons, que les différences ne sont pas flagrantes. On continue d'accorder des concessions aux colons, souvent des grandes concessions, puisqu'on espère voilà, installer de nombreuses familles d'un coup, plutôt que de disperser, comme c'était fait au départ, un grand nombre voilà, de toutes petites propriétés qui ne durent pas longtemps. Euh, donc on voit que voilà, les conditions de la concession, par exemple, restent identiques hein, pendant toute la période. La Seconde République est peut-être un peu plus influencée par cet état d'esprit voilà, donc socialiste qui caractérise 1848, hein, aussi bien en métropole qu'en Algérie. Et Évidemment. donc voilà, on voit bien voilà, cette volonté de promouvoir l'association, voilà, de promouvoir ces formes-là de travail collectif. Alors on dit explicitement que c'est à court terme qu'on n'est pas des socialistes, que c'est simplement ce qui est le plus efficace au départ pour bien faire partir les colons sur de bonnes bases et qu'ensuite ils pourront, voilà, on réintroduira la propriété privée classique. Mais on a néanmoins cet état d'esprit qui imprègne un petit peu les premiers temps de la Seconde République. Et voilà, d'ailleurs, la plupart des colons qui interviennent, ça a été documenté, mais sont voilà, ces ouvriers parisiens qui donc sont au chômage et qui considèrent qu'ils vont avoir des chances voilà, par le travail associé, de se refaire une fortune, disons, en Algérie. Euh, donc voilà, donc des différences pas fondamentales, mais on a quand même, c'est un petit peu cet état d'esprit, cette atmosphère voilà, socialiste au premier temps de la Seconde République. Alors pour la comparaison avec les colonies icariennes, c'est une suggestion intéressante. C'est vrai que pour l'instant, je comparais, disons, voilà, les colonies fourriéristes également en Amérique latine, par exemple, les colonies owenistes, il y en a eu aussi en Amérique latine. J'avais pas pensé initialement voilà, introduire les colonies aux États-Unis des Icariens, puisqu'on est dans un contexte colonial un peu particulier, donc c'était peut-être Évidemment. difficile à articuler. Mais ça, en tout cas, sur voilà, des modes de fonctionnement, tout ce qui est la question du défrichement, voilà, des pionniers, ça propose des thématiques communes qui pourraient être intéressantes de comparer. Donc peut-être sans en faire quelque chose de central, mais voilà, avoir un contrepoint par l'expérience icarienne sur cette question du défrichement. Voilà, ça me paraît une suggestion tout à fait intéressante. Euh, donc merci beaucoup en tout cas. Alors la question suivante qui était sur donc voilà les colons Garabas, est-ce qu'on leur a acheté leurs terres, est-ce qu'on les a expropriés?
Alors en fait, voilà, c'est une expropriation tout à fait brutale hein, qui a eu lieu. Il n'y a pas eu de transaction, c'est-à-dire qu'on considérait, en vertu des théories que j'exposais un peu plus tôt, que c'est l'État qui était propriétaire de ces terres, et donc c'est l'État qui faisait ce qu'il en voulait, et donc c'est l'État qui a le droit de concéder ces terres-là aux colons qui sont les mieux-disants en termes voilà, en termes de ce qu'ils proposent. Donc on a eu une expropriation voilà, tout à fait brutale d'une partie des Garabas qui occupaient le territoire de la concession. Et ce qui ne pose aucun problème aux fourriéristes, hein, voilà, ils ne considèrent pas que ça impose des difficultés, des obstacles sur la voie des relations à nouer entre les deux sociétés. Donc, c'est vraiment un impensé de leur part. Est-ce qu'on a des éléments sur les origines socio-économiques, donc voilà, sur le profil sociologique des colons? Oui, on en a, ça a été, enfin, ça a été étudié. Euh, alors, il faudrait distinguer à la fois, donc plutôt les actionnaires, ceux qui s'intéressent à la colonie, qui eux sont tous issus de milieux tout à fait aisés. Voilà, donc on a des riches négociants, des propriétaires, des rentiers, etc. Donc on a une moyenne, voire une grande bourgeoisie, enfin plutôt moyenne bourgeoisie, qui finance et qui voilà, est à l'origine. Pour les colons stricto sensu, donc les familles qui s'installent sur place, on est sur des catégories sociales plus modestes, mais ce qui pose la grande difficulté, c'est qu'on n'a pas beaucoup de travailleurs agricoles. Donc voilà, on a plutôt des ouvriers, des artisans, donc ils ne sont pas du tout euh, au fait, enfin, qui ne sont pas du tout initiés au travail classique de la terre, etc. Donc, globalement, très vite, les directeurs, les administrateurs se plaignent de la mauvaise qualité des colons et ils voient ça comme aussi une des causes de l'échec, du fait que pendant les 5 premières années, ils n'ont pas réussi à atteindre les objectifs qui étaient fixés. Voilà, donc j'espère que ça répond à la question. Euh, alors, sur la question ensuite du choix du site, du choix de l'Algérie, donc il y avait déjà eu une expérience de phalanstère donc, à Condé-sur-Vègre hein, dans les années 1830 euh, qui avait échoué. Et donc en fait, beaucoup de fourriéristes considèrent que la France, c'est ce que j'expliquais dans mon introduction, n'est pas le meilleur territoire, le meilleur site pour commencer, et qu'il faut commencer ailleurs, là où il y a moins d'obstacles, là où il y a voilà, là où on est plus libre, où en gros les terres sont vierges et on peut faire œuvre de pionnier. Et donc en fait, voilà, toute une Oh, partie du... je pensais au site algérien, Ah pardon, et au site le site local, parce que, oui, voilà. le site oranais, oui, d'accord. Euh, Bah, très bien, j'ai aussi quelques éléments là-dessus. Donc, c'était pas le territoire qui était initialement choisi. Donc, voilà, l'officier Henri Gautier, donc, voilà, qui officiait dans enfin, qui était soldat dans la région, a prospecté pendant plusieurs mois pour trouver le meilleur territoire. Il avait fait d'autres choix, mais c'était des territoires donc, pour leur bonne qualité qui étaient déjà concédés, en fait, qui étaient déjà demandés. Donc, il a dû se rabattre sur d'autres territoires. Donc voilà, on a les détails un petit peu du choix de cette concession. Voilà, il a interrogé des officiers du coin, un certain nombre voilà, de topographes qui lui ont vanté les bonnes qualités du site. Voilà, il est non loin d'un village de colonisation, donc il y a des possibilités d'échanges commerciaux, etc. Il y a déjà un barrage sur le SIG, donc qui permet aussi. Donc, voilà, il y a déjà le territoire qui est en partie aménagé. Donc tout ça. euh, a fait que assez rapidement, voilà, enfin, la région du SIG, la plaine du SIG a été considérée comme un territoire privilégié. Donc disons, ça a été le deuxième choix en fait. Donc il y a eu quand même une sorte d'évidence dans ce choix-là. D'autant plus que voilà, le général de la Mauricière, enfin, il n'est pas général à l'époque, mais voilà, la Mauricière qui était donc commandant de la province, avait aussi envisagé voilà, toute une possibilité d'aménagement du territoire. Donc voilà, le territoire était déjà identifié pour son opportunité, notamment en termes de ressources et voilà, de la rivière à proximité, etc. Voilà, donc j'espère que ça répond à la question. Tout à fait, merci. Nous avons aussi une question dans le chat que vous pouvez voir, je crois, euh, qui résume le saint-simonisme dans cette phrase. À côté de nous, mais non mêlé avec nous. Qu'est-ce que vous pensez de cette réflexion d'un collègue algérien? Ouais, ouais, enfin, elle me semble déjà assez révélatrice de ce que j'ai décrit ici, hein, de la réalité. À noter par contre que c'était pas l'intention des Saint-Simoniens. Il y a vraiment l'idée de fusion, hein, l'idée de mélange, l'idée d'hybridation entre les sociétés était vraiment au cœur de leur pensée. Et voilà, il y a plein de débats sur le caractère vraiment assimilationniste, hein, et puis enfin, le caractère asymétrique de cette fusion qui est évident. Mais voilà, dans leur esprit, il y avait quand même l'idée d'un mélange, d'une fusion. Mais voilà, dans les faits, on voit très bien que, voilà, il y a des contacts, il y a peut-être une colonisation peut-être moins brutale que
lorsqu'elle est portée par des personnes, enfin des colons qui ne sont pas influencés par ces idéaux-là. Mais voilà, on voit que c'est pour ça on a plus des trajectoires parallèles et des contacts temporaires plutôt que un véritable succès de cette hybridation et de la création de ce qu'ils appelaient donc une France algérienne. Là, en l'occurrence, enfin, ça a évidemment échoué. Donc voilà, donc merci aussi pour cette question. Merci beaucoup. Je vous propose de rester donc dans le saint-simonisme et de passer peut-être à la vision de Michel Chevalier pour l'Algérie en donnant la parole à Teddy Pékin. Je vais vous passer la main, peut-être, que c'est bon. Voyons Voilà. ça. Est-ce que vous voyez bien? Bah, pour l'instant, l'écran est noir, mais je pense qu'on va voir bientôt. Ah, mince. Voilà. Normalement, vous devriez être capable de voir. C'est bon? C'est parfait maintenant, Ok. merci. Parfait. Ok. Bon, je tiens à remercier les organisateurs de ce séminaire de m'avoir invité à y participer. Et je dois avouer que c'est la première fois que je présente mes recherches en français et je vous prie donc de bien vouloir excuser d'éventuels anglicismes ou des moments assez désagréables où mon accent anglais apparaît, ou plutôt canadien plus qu'anglais. Mais bon, cette présentation découle d'une partie de mon travail de thèse à l'université de McGill au Québec, portant sur l'économie politique de Michel Chevalier. Je vais commencer directement. Lors de son séjour à Boston durant l'été 1834, Michel Chevalier, jeune ex-saint-simonien envoyé par Adolphe Thiers, alors ministre des Travaux publics, afin d'étudier les chemins de fer aux États-Unis, a décidé de visiter les manufactures textiles locales de Lowell dans le Massachusetts. Écrivant dans le journal des débats, Chevalier a observé qu'à la différence de l'Europe, je cite, rongée de la plaie du paupérisme, les salaires en Amérique étaient élevés en raison d'une offre limitée, vu que les travailleurs pouvaient toujours partir vers le front pionnier à l'ouest et s'établir sur de nouvelles terres. La leçon que la France devait tirer de Lowell était claire. Voilà pourquoi nos pays d'Europe, encombrés de populations, ont besoin pour leur sécurité et pour leur bien-être d'avoir un Ouest qui leur soit ouvert, et sur lequel chacun d'eux puisse s'épancher à sa manière. Voilà pourquoi encore la France a raison de garder Alger. Dans la pensée économique du jeune Saint-Simonien, qui allait bientôt devenir professeur d'économie politique au Collège de France et pendant le Second Empire, un conseiller économique clé de Napoléon III, chargé de la négociation du traité de commerce franco-britannique de 1860, la question sociale, le développement économique et la question coloniale étaient nécessairement enchevêtrés. De même que l'Ouest américain servait de rempart contre la radicalisation des classes laborieuses américaines en empêchant les conditions de paupérisme anglais, la colonisation de l'Algérie représentait une partie importante de la stratégie productiviste et saint-simonienne en réponse à la question sociale en France, c'est-à-dire comment améliorer la condition de la classe la plus nombreuse et la plus pauvre par le développement des forces productives sans subir les conséquences néfastes de l'industrialisation britannique. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de cet important précurseur de l'économie sociale et de son lien avec la colonisation française de l'Algérie, c'est-à-dire l'économiste saint-simonien Michel Chevalier. L'économie politique de Chevalier, me paraît, nous offre un prisme essentiel et intéressant pour comprendre la relation de l'économie politique saint-simonienne aux questions coloniales et sociales, et en particulier la relation idéologique et historique entre théorisation du développement économique, questions sociales et colonisation de l'Algérie. Bon. Qui est ce Michel Chevalier? Une petite mini-biographie. Né à Limoges, puis comme beaucoup de Saint-Simoniens, devenu polytechnicien et ingénieur des mines,
Chevalier s'intègre au saint-simonisme en 1830 sous l'influence de Prosper Enfantin et devient très rapidement le directeur du journal saint-simonien Le Globe. Mais en 1833, Chevalier, avec Enfantin, est condamné pour affront à la moralité publique et mis en prison à Sainte-Pélagie. Après quelques mois de prison, il décide de quitter le mouvement et de revenir à la société bourgeoise. Il choisit de réintégrer le corps des mines et devient journaliste pour le Journal des débats. Il effectue un voyage d'observation industrielle aux États-Unis, dont il rendra compte dans ses fameuses lettres sur l'Amérique du Nord. À son retour, Chevalier devient l'économiste le plus éminent de France. Il obtient une chaire au Collège de France, la même qu'avait occupé Jean-Baptiste Say. Il rejoint l'Académie des sciences morales et politiques et devient un contributeur central au journal des économistes. À la suite du coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte en 1851, Chevalier se rallie à l'Empire et devient un conseiller économique clé de Napoléon III. Il est d'une certaine manière l'économiste officiel du régime. Il mène aussi, pendant le Second Empire, une carrière politique illustre, sénateur impérial de 1860 à 70, membre honoraire du Conseil d'État et surtout négociateur du traité anglo-français de 1860 aux côtés de Richard Cobden. Bon. Comme la quasi-totalité des Saint-Simoniens, Chevalier est aussi un grand penseur et acteur de l'impérialisme français au XIXe siècle. Et comme vous le savez sûrement déjà, et comme Lucas vient de nous le montrer, l'historiographie dédiée à la pensée de Saint-Simon et des Saint-Simoniens a beaucoup insisté sur l'aspect orientaliste et colonialiste de ce mouvement, considéré à la fois comme l'ancêtre du socialisme, du positivisme et d'un capitalisme autoritaire et technocratique, notamment sous le Second Empire. Les Saint-Simoniens étaient largement surreprésentés au sein des groupes de pression coloniaux français en tant qu'architectes de l'impérialisme français. Ils ont occupé des postes clés dans l'armée et l'administration coloniale de l'Algérie. Ils étaient membres de groupes de recherche pour l'avancement de la colonisation et l'extraction minière en Afrique du Nord. Et ils étaient d'importants lobbyistes et organisateurs de la construction du canal de Suez. Mais Chevalier est un penseur et acteur souvent négligé dans cette historiographie sur l'intervention saint-simonienne en Algérie. Et cela est sûrement dû au fait que Chevalier quitte le mouvement au moment où, sous la direction de Enfantin, les Saint-Simoniens se tournent vers l'Orient et l'Empire ottoman en 1833. Il ne partira pas, comme les autres Saint-Simoniens en Égypte, pour faire la connaissance de Mehmed Ali. Au contraire, il fait un voyage industriel en Angleterre et aux États-Unis. Il ne va pas participer au lobby pour la construction du canal de Suez, mais au contraire, essaye d'organiser la construction du canal de Panama, au Nicaragua, techniquement. Son parcours et sa pensée coloniale après son départ du mouvement sont généralement peu étudiés, même quand il est à l'apogée de son pouvoir et de son influence sous le Second Empire. Et cette partie de sa biographie et de sa pensée coloniale a seulement été étudiée d'une manière systématique à travers les travaux de David Todd sur l'impérialisme de la tradition libérale d'économie politique française. L'adhésion de Chevalier au libre-échange avec le traité de 1860 et sa participation à la justification de l'intervention française au Mexique pendant le Second Empire en font un économiste central de l'impérialisme informel que Todd discerne dans cette tradition libérale. Mais ce que je vais essayer de montrer aujourd'hui, c'est que Chevalier n'est pas seulement un économiste majeur de l'empire informel français, il est aussi un important défenseur de la colonisation formelle de peuplement en Algérie, et comme on va le voir, un opposant farouche à la stratégie de domination informelle de l'Algérie. Et c'est vraiment en Algérie où on voit que Chevalier reste un Saint-Simonien convaincu, même après avoir quitté le mouvement en 1833. L'Algérie est un terrain où on voit d'une manière très nette cette synthèse entre libéralisme et saint-simonisme d'affaires qui devient très influente sous le Second Empire. Nous allons donc étudier le développement de sa pensée sur l'Algérie en nous focalisant sur 4 aspects de sa réflexion. Premièrement, la construction idéologique d'un impérialisme social sous la monarchie de Juillet, initialement informel, puis dans un contexte de colonisation de peuplement. Deuxièmement, une présentation du capitalisme et du settler colonialism américain comme modèle essentiel pour la France en Algérie. 3.
la justification d'une mise en valeur dirigiste dirigée par l'État en Algérie pendant le Second Empire. Et 4, finalement, comment Chevalier est un économiste essentiel du camp arabophobe pendant la politique du royaume arabe de Napoléon III. Bon, juste quelques mots très brefs sur les sources. Le problème de la négligence de la pensée post-saint-simonienne de Chevalier est aussi un problème de source. La bibliothèque de l'Arsenal et le Fonds enfantin, où on peut trouver toutes les archives saint-simoniennes, sont bien connus, mais ils ont très peu sur Chevalier après qu'il quitte le mouvement. En revanche, ma recherche se fonde surtout sur les archives privées de Chevalier, qui sont maintenant tenues par la famille Leroy-Beaulieu, Paul Leroy-Beaulieu, l'économiste libéral très connu de la Belle Époque, étant en effet le gendre de Chevalier. Ah, d'accord. Bon, oui, exactement. Alors, quelle est la position de Chevalier sur l'Algérie quand il est saint-simonien entre 30 et 33? En ce qui concerne la conquête de l'Algérie, les Saint-Simoniens étaient formellement opposés à la conquête car, avec l'avènement de la société industrielle, l'esprit de guerre devait être remplacé par la paix et l'industrie. Beaucoup, comme Bazard et Adolphe Guérou, au contraire, considéraient que les Turcs ils étaient une force réactionnaire en Méditerranée, responsable de la stagnation économique, raison pour laquelle on ne voit pas de vraie condamnation de la conquête dans les pages du Globe. Euh, bon, en novembre 1831, Chevalier développe, euh, présente la position officielle saint-simonienne dans le Globe dans un article qui s'intitule L'Alger. Il affirme que les Français sont de mauvais colonisateurs, comme le pensaient déjà beaucoup de libéraux à l'époque, comme C, Tocqueville, Volney, et que ce sont plutôt les Britanniques qui devraient s'installer en Algérie pour y amener une population industrieuse. Cela permettrait de créer un partenaire commercial pour le littoral méditerranéen français. En revanche, dès janvier 1832, il change d'avis sur la question algérienne par la publication dans le Globe de son premier grand ouvrage, Le système de la Méditerranée, où il expose un projet ambitieux de construction d'un vaste réseau ferroviaire reliant les villes de Londres et Paris jusqu'à Constantinople, Téhéran et Bagdad, favorisant ainsi l'association universelle de l'Orient et de l'Occident. Ce réseau devait également inclure l'Algérie et s'inscrivait donc dans une stratégie d'impérialisme économique informel proche de l'idée d'une mission civilisatrice fondée sur la tutelle économique et matérialisée par la construction d'infrastructures. Il ne s'agissait pas d'un impérialisme de libre-échange de type libéral, au contraire, mais un modèle où l'État devait activement créer les conditions de la pénétration économique de la périphérie par un vaste développement des infrastructures. En bref, il incarnait une nouvelle forme d'impérialisme infrastructurel guidé par l'État, mais tout de même pas de colonisation de peuplement. Alors pourquoi ce changement? C'est surtout, à mon avis, connecté à la question sociale en France et surtout à la révolte des Canuts. Le système méditerranéen de Chevalier n'était qu'une partie de ce qu'il appelait la politique industrielle, dont l'objectif était le développement économique dirigé par l'État en France et plus largement dans l'ensemble de la région méditerranéenne par ce qu'il appelait une organisation industrielle de l'armée. Les corps industriels pourraient permettre de résoudre le sentiment général de dissolution sociale engendré par la Révolution française en incarnant un objectif collectif pacifique auquel les travailleurs pourraient s'identifier. L'armée française, au lieu de conquérir l'Algérie, devrait être employée à la construction de travaux publics à travers la France. Ainsi, sa position lorsqu'il est toujours saint-simonien au globe est un impérialisme informel qui est supposé répondre à la question sociale par le développement et l'intégration économique de la France et l'Algérie. Alors l'impérialisme français informel en Algérie fait donc partie de la stratégie que prône Chevalier pour la conciliation de classes. Bon, ceci va changer encore très rapidement en 1834 de par son expérience du settler colonialism américain. Bon, comme nous l'avons vu en introduction, lorsqu'il est aux US, Chevalier développe une autre réponse au rôle que doit jouer l'Algérie sur la question sociale.
la justification de Chevalier pour la nécessité de peupler l'Algérie pour garder des hauts salaires en France ressemblait à ce que l'historien allemand Hans-Ulrich Wehler qualifie d'impérialisme social, c'est-à-dire la promotion du colonialisme de peuplement pour apaiser les antagonismes sociaux engendrés par l'industrialisation capitaliste. À l'époque de la publication des lettres de Chevalier, la représentation de la colonisation de l'Algérie comme une solution au problème du paupérisme commençait à se répandre dans les journaux et les plans adressés aux chambres législatives françaises. Bon, comme l'avait déjà formulé Simon de Sismondi dans son article de 1830 publié dans la revue encyclopédique, ce ne sera pas seulement une conquête, ce sera une colonie, un nouveau pays où l'excédent de population et d'énergie française pourra se déployer. Et comme le montre très bien Jennifer Sessions dans son livre By Sword and Plow, ce type d'argument allait se généraliser tout au long des années 1830 et 40, reposant sur la conviction que l'installation sur les riches plaines arables de l'Algérie aiderait ceux qui étaient ballottés par les turbulences de la nouvelle économie industrielle. Les lettres de Chevalier ont activement contribué à associer questions algériennes et questions sociales dans l'esprit de leurs lecteurs. Bon, ce deuxième aspect très important de son voyage en Amérique, c'est que Chevalier, il admirait énormément le colonialisme de peuplement américain, qu'il considérait comme, enfin, le colon lui-même, comme héroïque, malgré son regret pour le sort des peuples autochtones comme Tocqueville. Le Yankee était pour lui un incomparable pionnier et un colonisateur sans pareil. La France, cependant, n'était pas comme l'Amérique. Ce qui était nécessaire, donc, c'était une stratégie d'émulation adaptative. Tirer des leçons des États-Unis tout en les modifiant pour les adapter au caractère national français à la fois catholique et centralisateur. Étant donné le sous-développement relatif de la classe capitaliste française, l'État devait compenser, jouer un rôle actif dans la promotion du peuplement. Comme il dit ici, c'est encore dans les lettres, sans doute un gouvernement qui veut coloniser peut rechercher le concours de capitalistes, mais on se méprendrait si l'on en attendait relativement à Alger de grands efforts et de grands résultats. En fait de compagnie, nous ne sommes pas beaucoup plus avancés aujourd'hui que du temps de Louis XIV. Alors, fidèle à la tradition d'étatisme saint-simonien, la France devait associer ses capitalistes et les organiser afin de permettre la mise en valeur de ses colonies. Le marché, laissé à lui-même, ne pouvait en aucun cas garantir le développement économique ou la colonisation, et donc une résolution de la question sociale. La colonisation de la frontière ouest des États-Unis et surtout les États du Midwest, comme Illinois, Ohio, Indiana, va définitivement servir pour Chevalier de modèle pour l'Algérie, mais une manière assez particulière. Quand les libéraux de la Société d'économie politique, les libéraux, les économistes principaux de l'époque, défendaient une politique de laisser-faire en Algérie contre ce qu'ils considéraient comme être un régime réglementaire qui limitait le développement de la colonisation. Les États-Unis vont servir de modèle de rationalité économique anti-bureaucratique qui permet une colonisation des terres facile Allô? et efficace. Ouais, Ah, ça va. Attends, là, je suis en train de regarder une vidéo parce que je participais à un séminaire. Michel, est-ce que tu peux mettre ton... Attends, euh, attends, il n'y a pas de souci. il y a Jacques. Bon, pour ces libéraux-là, les États-Unis vont servir de modèle de rationalité économique anti-bureaucratique qui permet une colonisation des terres faciles et efficaces sans la papérasserie administrative de la France. En revanche, Chevalier va surtout décrire le modèle de peuplement et le capitalisme américain en général comme étant fortement organisé et dirigiste. Contrairement au célèbre récit du Nouveau Monde d'Alexis de Tocqueville, qui mettait l'accent sur l'esprit d'entreprise comme fondement du dynamisme économique américain, Chevalier soutenait que l'intervention de l'État, et surtout au niveau des state governments, des gouvernements des États des États-Unis, était une caractéristique centrale du capitalisme américain.
Il rejetait donc avec force les représentations laissez-faire du capitalisme américain, en soulignant le rôle essentiel des politiques étatiques de développement dans la construction et la gestion des canaux et des chemins de fer, ainsi que dans les politiques de peuplement des terres. Et donc son saint-simonisme va se mêler et former un tout théorique avec une interprétation développementaliste et interventionniste du capitalisme et du settler colonialism américain, afin de répondre à la question sociale en France. Voilà pour moi vraiment la spécificité de l'économie politique de Chevalier à l'époque. Bon, pour aller un peu plus vite, il y a un petit interlude, un petit tournant euh, dans les années 1840 à cause de la menace socialiste où Chevalier va adopter cette position libérale à la fois sur les États-Unis et l'Algérie. Là, il va dire dans la liberté aux États-Unis en 1849, je ne mets pas en doute qu'une des raisons pour lesquelles les populations agricoles de la France, de la Suisse, de l'Allemagne restent si froides pour nos terres d'Afrique, c'est qu'on ne s'y établit pas librement. Le gouvernement ne donne pas la liberté d'acquérir ce qu'on veut, de se mettre où l'on veut, quand on veut et comme on le veut. Mais avec l'avènement du Second Empire, Chevalier, qui va devenir conseiller économique clé de Napoléon III, retourne très rapidement à des solutions beaucoup plus étatistes d'inspiration saint-simonienne pour la colonisation de l'Algérie. Dans les années 1850, Chevalier a été un ardent défenseur de la mise en valeur de l'Algérie, notamment à travers ses articles dans le journal Les Débats. Et ce projet prenait une importance pour lui particulière dans le contexte de la guerre de Crimée, où l'Algérie devait commencer à assumer son propre poids financier et cesser d'être une charge fiscale pour la France. Et pour Chevalier, cette mise en valeur ne pouvait pas être laissée au laisser-faire. Encore, un vaste programme de développement soutenu par l'État était nécessaire. Alors, le gouvernement devait soutenir le développement du crédit, la multiplication des banques d'escompte, l'exploitation minière, la construction d'infrastructures, ainsi que des mesures d'incitation au peuplement et à l'agriculture. Un système d'encouragement devait être mis en place jusqu'à ce que le développement économique puisse réellement s'amorcer. Les agents économiques, c'est-à-dire les colons, n'allaient pas tout seuls, par le jeu de leur intérêt privé, être capables d'amorcer le processus de mise en valeur. L'intervention de l'État, ce qu'il appelait dans ses cours d'économie politique, le gérant de l'association nationale, ou comme il disait dans le Globe, le dispensateur du travail, était nécessaire pour structurer l'environnement économique de l'Algérie. À cet égard, même s'il est bien intégré dans les cercles d'économistes libéraux de la Société d'économie politique pendant le Second Empire, il était très proche dans ses positions, beaucoup plus proche même d'autres saint-simoniens comme Enfantin, comme Talabot, comme les frères Pereire et Fournel, qui ont joué un rôle majeur dans le développement des infrastructures et de la mise en valeur de la colonie, et qui ont tous insisté sur le rôle de l'État dans l'intervention économique en Algérie. Euh, alors là, il s'agissait d'une approche radicalement différente de celle des libéraux de la Société d'économie politique, comme Courcelles-Sonneuil ou Guy de Molinari, qui souhaitaient que l'État reste en retrait et qu'il laisse les colons et les capitaux circuler librement. Euh, bon, dans ces projets de mise en valeur en Algérie, Chevalier insistait en particulier sur l'importance de la production de coton pour soutenir l'industrie textile française. Encore, il n'était pas très optimiste sur la compétitivité du capitalisme français à l'époque. Pour lui, la production du coton en Algérie permettrait de rendre l'industrie textile française, qui était freinée par sa structure artisanale et familiale archaïque comparée au Royaume-Uni, beaucoup plus compétitive à l'échelle internationale. Il proposait même de faire venir des experts du sud des États-Unis afin d'enseigner aux planteurs algériens les techniques de culture de coton. Alors si en 1834, l'Algérie devait devenir comme l'Ouest américain, en 1854, elle était supposée devenir comme le Sud, producteur de coton brut pour l'industrialisation française. Le peuplement de l'Algérie était supposé créer une périphérie agricole qui soutenait le processus de développement économique métropolitain et réduisait la dépendance de l'économie française au coton américain.
Et on observe ici une intersection intéressante entre périphérisation de l'économie, qui engendre sous-développement en Algérie et développement en France, et des politiques favorisant le peuplement colonial et la dépossession des populations indigènes. Bon, le rapport avec la question sociale pendant le Second Empire est assez clair. Chevalier reste un productiviste. L'Algérie va contribuer au développement économique de la France, et cela va de pair avec une résolution de la question sociale en augmentant les salaires et les profits simultanément, engendrant une harmonie des intérêts. Bon, finalement, tout au long des années 1850, l'Algérie joue un rôle assez mineur dans la politique nationale, mais dans les années 1860, la question algérienne prend une place centrale avec la politique impériale du royaume arabe. Cela a donné lieu à une grande confrontation entre deux camps, les arabophiles et les arabophobes. Et les arabophiles, comme le saint-simonien Ismaël Urbain, qui parvenait à influencer la politique de Napoléon III, souhaitaient traiter la population arabe d'Algérie comme une minorité nationale, enfin, comme dans l'Empire ottoman, devant être progressivement civilisée par les Français, et donc ne pas être dépossédée dans une approche à la colonisation beaucoup plus associative. À l'inverse, les arabophobes, tels que le fourriériste Jules Duval, que Lucas a bien évoqué, et le saint-simonien Auguste Farnier, se sont alignés sur les colons et ont préconisé une politique visant à intensifier la dépossession des populations autochtones. C'était une sorte de conflit au sein du saint-simonisme et du socialisme utopique, comme entre Talabot et Enfantin lors de la construction des chemins de fer en France. Chevalier, bien qu'il ait été un théoricien de l'Empire informel ailleurs, notamment en Chine et au Mexique, et proche d'Ismaël Urbain, a pris résolument le parti du groupe des colons arabophobes, et donc contre la politique de l'empereur. Et Napoléon III n'a pas manqué de lui envoyer un exemplaire de sa lettre sur la politique de la France en Algérie, dans lequel il défendait sa politique du royaume arabe et rejetait le modèle américain des relations entre colons et indigènes, l'exemplaire qu'on trouve toujours dans les archives du château de la famille Leroy-Beaulieu. Bon, la contribution de Chevalier au camp arabophobe s'est manifestée principalement dans son rapprochement avec Duval, et surtout dans ses discours au Sénat lors des débats sur le Senatus Consulte de 1863, une loi visant à protéger les terres tribales de l'expropriation par les colons. Chevalier s'est opposé au Senatus Consulte, estimant qu'il était bien trop favorable à la population indigène d'Algérie. Il disait, en tendant la main aux Arabes vaincus, le Senatus Consulte le donne plus qu'ils n'auraient espéré, et on leur livre plus de terres qu'ils n'y comptaient. On leur abandonne donc beaucoup. Cela était particulièrement vrai pour les terres publiques que Chevalier jugeait inapproprié de laisser aux Algériens autochtones. Selon lui, elles devaient être utilisées pour la mise en valeur de la colonie. À l'image des États-Unis, il soutenait que ces terres publiques devaient être administrées par l'État, une partie étant mise aux enchères pour les colons et le reste consacré à la construction d'infrastructures de transport. Et les États du Midwest encore américains constituaient le modèle idéal de partenariat public-privé. Dans ces régions, une partie des terres situées autour des lignes de transport était réservée au trésor public, tandis que l'autre moitié était concédée au secteur privé. En Algérie, l'État devait faire la même chose afin d'être capable de bien structurer l'économie. Dans son discours au Sénat, il dit « Il serait utile que le long de ces grandes communications, des terres fussent réservées à l'effet d'y placer des colons européens, attendu que ces colons, de cette manière, se trouveraient occupés la meilleure situation stratégique pour dominer les grandes voies du transport des hommes et des choses. » En somme, on perçoit très clairement une conception économique de l'intervention de l'État dans l'organisation de l'économie algérienne qui contraste fortement avec la vision libérale dominante au sein de la société d'économie politique. J'avais oublié de montrer les deux citations, mais voilà. Bon, pour conclure, comparé aux partisans de la colonisation de l'Algérie comme Blanqui ou Tocqueville, Chevalier représente une perspective originale peu connue dans laquelle le développement primait sur la propriété individuelle dans le processus de colonisation. Ce développementalisme
avait comme origine la théorie saint-simonienne et une interprétation dirigiste du capitalisme américain. Tocqueville s'est lui aussi rendu aux États-Unis, mais on a conclu que les Américains réussissaient comme colons parce que la propriété individuelle constituait la base de la colonisation. Projeté dans le contexte français et algérien, cela revenait toutefois, d'une certaine manière, pour Chevalier, à reproduire les conditions antidéveloppementalistes de la petite propriété paysanne qui prévalait dans les campagnes françaises et qui, pour lui, devait servir de base à la colonisation de l'Algérie. Chevalier, attaché à l'idée du progrès, connaissant ses limites et s'efforçait de dépasser les insuffisances du régime de propriété au profit du développement économique, à la fois en France et en Algérie. Merci. Merci beaucoup. Ma première réaction, que nous sommes sur un modèle peut-être plus moins équilibré en termes de projet que le modèle initial euh, que nous avons vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est quand même sur la reproduction un petit peu d'un modèle de développement agricole sur la propriété en tout cas, tel qu'il existe en métropole à l'époque, hein. Donc, est-ce qu'on serait peu en termes de rupture, en termes de pensée, ou pas? Est-ce qu'on pourrait résumer un peu le projet de cette manière? Mais je vous donne la parole, il y a d'autres questions. Michel? Moi, ce qui me frappe dans cette communication, c'est le rôle que Chevalier donne à l'État. C'est vraiment tout à fait intéressant, tout à fait novateur, me semble-t-il, parce que euh, c'est en quelque sorte presque une préfiguration de l'État-providence. Enfin bon, j'emploie peut-être des gros mots, mais ce rôle de l'État sur lequel vous ne cessez de revenir, d'insister, ça c'est vraiment tout à fait nouveau, me semble-t-il, à l'époque. À l'époque, où, rappelons-le, l'État social n'existait très peu en France. Très peu en France. Il faut attendre la fin du 19e siècle pour que l'État social commence à apparaître, commence à circuler dans l'économie et le social. Il me semble que Chevalier, là-dessus, est un précurseur. Est-ce que je me trompe? Pas du tout. Euh, euh, non, vous ne vous trompez pas. Bon, je vais commencer à votre question parce que euh, je viens de répondre aussi. Je suis complètement d'accord que, surtout comparé aux économistes libéraux de l'époque, euh, la différence principale avec Chevalier, c'est que Chevalier, il pense pas que les intérêts privés, le marché laissé à lui-même, Oui, permet le développement économique. oui, Et sur ce plan-là de croissance, de production, euh, il préconise, enfin, il soutient un État que son gendre, Paul Laurent Beaulieu, va appeler un État propulsif, c'est-à-dire l'État l'État propulsif, propulsif. propulsif de D'accord, l'économie. d'accord. Et l'État propulsif doit développer les voies de communication, il doit soutenir la création de banques industrielles, enfin, comme le crédit immobilier, Ouais, euh, il doit, euh, il doit enfin, créer et fonder des écoles techniques et tout en vue de pouvoir développer de la productivité des industries françaises contre la domination, l'hégémonie économique du Royaume-Uni. Et cette logique s'applique également à la question sociale. ouais, Il est partisan de l'association de politiques publiques visant à améliorer le sort des travailleurs. Mais bien sûr, il est très proche de ce qu'on va appeler enfin, de Frédéric Leplay, hein, et des Leplésiens. Et du coup, toujours d'une perspective assez paternaliste et qui va, enfin, qui est très associé avec le paternalisme de Napoléon III du Second Empire. bien sûr. Alors, c'est une résolution de la question sociale, et bien sûr pas par l'agentivité, par les luttes des travailleurs eux-mêmes, mais une solution très associée avec
le développement de la production et l'accroissement des salaires. Oui, oui, oui. Oui. Euh, Après, la première question de Dominique de Mangel, euh, là, là où je suis pas totalement d'accord, c'est sur la question de. Je pense pas que Chevalier veut une reproduction de la structure agraire de l'époque en France, en Algérie. Je pense que ça, c'est la vision des libéraux. Les libéraux, ils pensent que si euh, on prend la propriété individuelle qui existe en France et qu'on l'établit dans disons, sur les terres publiques, sur les terres de propriété commune qu'il y a en Algérie, on va avoir un développement économique. En revanche, Chevalier, il est très critique de la petite paysannerie en France. Il pense que la petite propriété, les petits cultivateurs sont bien inférieurs enfin, disons, à la répartition plus aristocratique qu'il y a en Angleterre, qui pense, qui est vraiment responsable d'un capitalisme agraire très dynamique. Alors pour lui, l'idée, ça serait vraiment d'avoir des très grandes exploitations qui sont contrôlées par des sociétés anonymes. C'est une vision organisée du développement capitaliste qui n'est pas du tout basée sur le rapport du colon, du paysan à la terre comme propriétaire individuel. C'est- L'objectif final, c'est toujours la mise en valeur, c'est toujours la productivité et la production. qui signifie globalement qu'il n'y a rien de commun, à la différence de ce que pouvaient être des modèles anglais. Il y avait quand même un partage d'un certain nombre de fonctions, de territoires, etc. Donc là, on est sur, j'allais dire, du capitalisme industriel au niveau agricole. Oui, oui, il veut appliquer les mêmes principes enfin, de l'industrie à l'agriculture. L'objectif, c'est de mécaniser au maximum. Et bien sûr, ça va pas être un grand succès. Le coton en Algérie, ça reste, je pense, pendant le Second Empire, seulement 1% de ce que consomme euh, l'industrie textile en France. Et le marché reste dominé par le coton américain. Alors, c'est une vision de, enfin, d'une intégration économique de centre économique et périphérie, mais qui marche pas vraiment comme il l'a voulu. J'ai une autre question. Qu'est-ce qui le détermine? Parce que vous avez bien marqué une césure à l'intérieur du mouvement, lui se dirigeant vers l'Angleterre et les États-Unis, à la différence d'autres saint-simoniens. Quels sont les facteurs qui, selon vous, ont créé un peu euh, cette aspiration ou cette césure avec d'autres saint-simoniens à l'époque, hein, plutôt tentés vers l'Égypte ou d'autres territoires. Hmm. Pourquoi, Parce que la question c'est pourquoi est-ce il a quitté le mouvement au final? Ça, c'est ça. Oui, Oui, oui. Bah, je pense que il a passé environ 6 mois en prison avec Prosper Enfantin et je pense que c'était quelqu'un de très difficile. Que vraiment un très grand narcissiste, euh, complètement absorbé par lui-même. Et dans les mois avant d'aller en prison, il y avait d'autres gens des Saint-Simoniens à Ménilmontant qui voulaient quitter le mouvement, au moins prendre plus de distance avec Enfantin. Et Chevalier les critiquait très très fortement. Euh, et bon, après, il passe quelques mois avec Enfantin en prison et il réalise qu'il le déteste. Et, et je pense que enfin, l'objectif, devenir le spécialiste des États-Unis et de l'Amérique, euh, vouloir ouvrir le canal au Nicaragua et pas dans le canal de Suez, c'est aussi une dynamique de concurrence entre les deux. C'est
c'est le partage du monde entre différentes factions du saint-simonisme. Alors, il y a toujours des éléments assez personnels. Après, je pense que il veut s'intégrer beaucoup plus dans les milieux bourgeois, dans les milieux de l'État, chez les orléanistes. Et Enfantin reste toujours, même jusqu'à la fin de sa vie, beaucoup plus mystique. Et Oui, oui, il veut pas abandonner tout l'aspect religieux de l'héritage de Saint-Simon, alors que Chevalier, il est content d'abandonner le nouveau christianisme et de poursuivre les objectifs économiques, surtout économiques et politiques du saint-simonisme. Euh, et ça reste une vision assez peu spirituelle enfin, de l'héritage de Saint-Simon. oui, oui. Oui, Lucas? Oui, merci beaucoup hein, pour ton intervention. J'ai retrouvé beaucoup de thèmes, d'enjeux, de préoccupations qui sont les miennes, donc c'était tout à fait intéressant. J'aurais voulu te poser deux questions. La première, ça concerne donc la position de Chevalier pendant le débat sur le royaume arabe. Euh, je pense connaître la réponse vu qu'il est dans le camp des arabophobes, mais du coup, qu'est-ce qu'il pense? Quel est le discours qu'il tient sur la capacité des Algériens eux-mêmes à mettre en valeur leur territoire, quoi? Et qu'est-ce qu'il pense de leur agriculture, de leur connaissance? Est-ce qu'il pense que voilà, ils sont comme le dirait Varnier et Duval, qui sont vraiment incapables de mettre en valeur leur territoire? Est-ce que s'il y a une collaboration avec l'État ou des colons, ils sont en mesure on pourrait leur apporter quelque chose? Donc voilà, ça c'était ma première question. Et la deuxième, c'est sur, donc oui, Michel Chevalier quitte le saint-simonisme. Est-ce qu'il, tu as commencé à en parler, mais est-ce qu'il conserve des liens avec les anciens saint-simoniens? Est-ce que voilà, ceux qui sont restés en Algérie continuent d'échanger, de communiquer avec Michel Chevalier? Et voilà, comment évoluent les relations et les rapports entre saint-simoniens et un ex-saint-simonien comme Michel Chevalier? Merci. Oui. Euh, j'ai lu ta thèse de master sur Jules Duval, qui m'a beaucoup aidé, précisément dans cette partie-là de mon chapitre. Alors, pour la deuxième question, les liens avec les Saint-Simoniens, enfin, Duval, ils sont très très proches, même si Duval, c'est plus un fourriériste qu'un Saint-Simonien. Mais Henri Fournel, qui est ingénieur des mines en Algérie, il y a une grande correspondance entre les deux. Euh, Avec les Talabot aussi, pas mal de correspondance. Euh, il est très proche des positions et aussi personnellement avec Napoléon Gérôme, qui est ministre enfin, de l'Algérie des colonies en 1859. Et enfin, il partage, disons, Chevalier, il est dans le camp des arabophobes, mais il est plus modéré que Varnier et Duval. Et il y a des correspondances, des lettres entre Duval et Chevalier, où Duval le critique en disant enfin, tu vas pas assez loin, tu vas pas assez loin dans la dépossession des terres autochtones. Et il dit même je sais que tu es dans la même position que Napoléon Gérôme en 59. Là, on a dépassé ce moment-là. Là, l'objectif, c'est enfin, la prise de toutes les terres disponibles en Algérie. Alors, oui, voilà les liens avec les Saint-Simoniens. J'ai publié un petit article dans History of European Ideas où, je montre les liens qu'il a préservés avec pas mal des personnages du saint-simonisme d'affaires euh, de l'époque. Euh, Après, il y a la question du royaume arabe. Je, je pense qu'il Non, ils pensent que les Algériens sont seulement capables d'être des salariés, des travailleurs agricoles dans des exploitations contrôlées par des Européens. Je pense pas, il y a toujours une tutelle qui est nécessaire, mais je pense qu'il est assez pessimiste des capacités de productivité ou de production des populations autochtones, enfin, laissées à eux-mêmes. Enfin, je pense qu'il le partage, cette position assez clairement avec les arabophobes. Et je pense l'idée de l'association entre disons, des colons
mais juste sur le littoral, qui participerait au commerce maritime et une population agricole autochtone. Enfin, l'idée principale d'Ismaël Urbain, il n'y croit pas du tout. Il n'y croit pas du tout. Il pense pas que c'est une réalité, une vision réaliste des possibilités de mise en valeur de la colonie. C'est, c'est, il soutient le grand capitalisme. C'est le grand capital. C'est pas, il veut pas des petits exploitants ou encourager les débuts de, d'amélioration économique des autochtones. C'est urgent et c'est pour ça que l'intervention étatique est si centrale dans sa pensée. Merci beaucoup. Michel, tu avais une... Oui, une remarque, une chose me frappe dans tout ce que vous dites et qui est très intéressant. Il n'est absolument pas question de race. Et je crois que c'est une notion qui apparaîtra justement après, quelques années après la mort de Chevalier, à partir des années 80. Mais dans tout ce que vous dites, la notion de race, enfin, j'ai l'impression que c'est complètement ignoré, inconnu, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, est-ce que je me trompe? Euh, je pense que l'idée de race biologique de la Belle Époque n'existe pas encore. C'est pas une conception biologisée de la Oui, race, oui, mais il y a un essentialisme national, évidemment. culturel, Ah, oui, très très fort, très très fort. évidemment. Euh, oui, oui, et qui est aussi très présent en Amérique du Nord. Oui, Et bien il dit, sûr. par exemple, comme Tocqueville, quand il parle des autochtones en Amérique du Nord, il dit, enfin, comme les nobles de l'Ancien Régime qui travaillaient pas, ces gens-là, ils sont condamnés à disparaître parce que ils ne travaillent pas. Ouais, ouais, Et c'est lamentable, mais c'est la réalité. Ils peuvent pas vraiment changer. ouais, 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 Et c'est ça aussi son idée sur les Mexicains et sur enfin, la race latine. Il ouais. pense que la France doit jouer, vu que la France est moitié, moitié une nation latine, moitié une nation saxonne, c'est le pays privilégié pour adopter une position de tutelle sur les peuples de l'Amérique latine. Et c'est pour ça que c'est comme ça qu'il justifie l'intervention de la France au Mexique. C'est parce que les Mexicains eux-mêmes, ils sont pas capables, de par leur culture, d'augmenter la productivité, enfin de vraiment d'augmenter la production d'une manière considérable et rapide. Et du coup, je dirais que oui, c'est moins une question de race au sens biologique que race au sens culturel. Ouais, ouais, ouais. Euh, et oui, qui va très. Enfin, je pense que quand son gendre, quand Paul Laurent-Beaulieu va justifier l'annexation de grands territoires en Afrique de l'Ouest, je pense que lui, il le fait dans un discours assez, enfin, où l'idée de race est assez prononcée. Oui, mais nous sommes à une autre époque, c'est-à-dire que la notion de race, de racialisme apparaît en gros des années 80 dans la pensée républicaine. Donc, juste après la mort de Chevalier. Juste après la mort de Chevalier. Donc, c'est normal que Chevalier n'en parle pas, c'est normal aussi que son gendre en parle. Parce que c'est tout à fait symptomatique de l'époque. Mais exactement. Non, je Ouais, suis complètement d'accord. ouais. Parlait beaucoup du rôle que l'État doit jouer, mais euh, peu de ce que sont les rapports locaux avec les autorités coloniales, en quelque sorte. Donc sur le terrain, est-ce qu'il y a effectivement, parce qu'il y a les débats politiques, mais les débats politiques, ils sont ou intellectuels, mais là, ils sont en métropole. Est-ce que sur le terrain, il y a une interaction avec les autorités coloniales, avec l'armée concrètement? C'est une très bonne question et je ne sais pas exactement. J'ai pas trouvé de vraie interaction de correspondance que Chevalier il a avec enfin, des agents de l'État sur place. Je pense que c'est un intellectuel français et enfin, il connaît pas très bien le contexte local et c'est pour ça qu'il adopte vraiment aussi ces positions assez des principes des États-Unis, des principes
du capitalisme américain, parce que enfin, c'est des trucs qu'il connaît. Il connaît comment le settler colonialism américain, comment ça fonctionne. Il voit que c'est très productif. Il se dit, il faudrait appliquer les mêmes principes. Mais je pense il a très peu d'idées sur comment ça fonctionne vraiment, ou enfin, parce qu'il a très peu de relations avec les vrais agents de l'État. Euh, mais oui, c'est une très bonne question. Non, je n'ai pas mis en micro. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres interventions? Écoutez, si ce n'est pas le cas, il me reste à remercier nos deux intervenants. J'ai trouvé que ces interventions étaient extrêmement riches en termes à la fois d'information, de contenu. Il y a un sujet que nous n'avons pas évoqué parce que c'était peut-être un petit peu euh, trop spécifique, qui est celui des sources et du croisement éventuel des sources avec d'autres points de vue, ce qui est un sujet que nous avons toujours, enfin, que nous avons à l'esprit sur la thématique que nous avons retenue cette année. Mais grand merci à vous pour ces deux apports en termes d'intervention et en termes de modélisation de la pensée colonialiste de cette époque et des rapports avec l'économie qui n'est pas peut-être pas, sauf sur le premier élément, une économie sociale, mais en tout cas une approche des modalités d'appropriation de la terre et d'intervention sur le terrain. Ah, il y a peut-être une intervention, je pensais sur le mail. Non, bien écoutez, merci beaucoup. C'était une intervention de Stéphane Veillé sur l'intérêt. Si vous avez d'autres points de vue, non? Si c'est le cas, merci beaucoup à tous les deux et puis je vous souhaite une très bonne soirée euh, et Merci beaucoup. un bon match. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Au Bonne soirée revoir. à Bonne tous. À la soirée. prochaine.